Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 16 avril 2026. Tout de suite, les principaux titres. Le corps sans vie du ministre burundais de la communication et des médias a été découvert dans la matinée de ce jeudi. Certaines personnes penchent pour un assassinat, bien que le gouvernement du Burundi a déclaré qu'il s'agit d'un accident. Reportage au début de ce journal. Et puis les réfugiés burundais vivant en Afrique du Sud, dans la province de KwaZulu-Natal, alertés sur les discriminations dont ils sont victimes pour la simple raison qu'ils sont des étrangers. Et enfin, le Burundi s'est joint au monde entier pour commémorer ce 16 avril la journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants. Au Burundi, cette commémoration intervient dans un contexte où certains enfants continuent d'être soumis à des travaux pénibles. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, page sécurité pour commencer. Découverte ce 16 avril 2026 du corps sans vie du ministre Gabi Wugaga en charge de la communication et des médias à Kivoga. Nous sommes en zone Rubilidzi de la province Bujumbura. Un décès qui divise car, même si le gouvernement a déjà confirmé que sa mort est accidentelle, plus d'un penche plutôt pour un meurtre. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Vers 6h30 du matin, la nouvelle de la mort du ministre Gabi Wugaga circulait, mais timidement. C'est vers 8h que la confirmation est tombée. Selon des témoins oculaires, cette mort n'avait rien d'accidentel. En effet, la portière côté conducteur était au départ fermée. Le corps sans vie du ministre Wugaga était affalé côté passager, sa jambe gauche dépassant la vitre. Après l'arrivée de la police, révèlent nos sources, la jambe qui dépassait a été minutieusement déplacée et placée à même le sol, tout en gardant intacte la position du corps sans vie. Nos sources sur place font également savoir que le défunt ministre était méconnaissable tellement son visage était gonflé. Les mêmes sources révèlent que le ministre Wugaga avait le front fracassé et tout laissé croire qu'il avait été frappé par un objet métallique. Mais bizarrement, il n'y avait aucune trace de sang ni dans la voiture, ni sur les vêtements qu'il portait, exception faite de quelques gouttes à peine visibles sur sa culotte. Pourtant, devant un des palmiers où était garée la voiture, il y avait une mare de sang. À qui donc appartient ce sang? Les informations recueillies auprès des habitants vivant près de l'endroit où le corps du ministre Wugaga a été découvert font savoir que le véhicule dans lequel il gisait était là depuis 3 heures du matin, du moins selon les dires de certains commerçants de la place qui jurent l'y avoir aperçu quand ils se rendaient s'approvisionner en marchandises. Les mêmes informations révèlent que dès 5 heures du matin, les policiers avaient encerclé cet endroit. De plus, les habitants de la place s'étonnent de voir que la voiture n'a pas été vandalisée alors que cet endroit grouille de voleurs de toutes sortes. En effet, ni l'ordinateur du ministre, ni son sac rempli de milliers de billets, de même qu'un montant d'1 million se trouvant dans le coffre-fort de la dite voiture, rien n'a été volé. Plus mystérieux encore, poursuivent nos sources sur place, cette localité de Muyange grouille d'Imbonirakoulé qui effectue des rondes nocturnes, mais cette nuit-là, aucun membre de cette milice du parti au pouvoir n'y a mis les pieds. Dans l'entretemps, plusieurs sources s'accordent sur le fait que le ministre aurait été tué puis jeté dans cette voiture accidentée pour simuler un accident de roulage. Un autre fait porté à la connaissance de la RPA, c'est que la plaque d'immatriculation de derrière avait été arrachée et n'était pas sur le lieu supposé de l'accident. Signalons que dès 8h15, plusieurs autorités étaient déjà sur place pour le constat. Il s'agit notamment du ministre de la Justice et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, des membres de la CNIDH, le responsable provincial des Imbonirakoulé ainsi que le chargé des renseignements au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, mais étonnamment, aucune autorité n'a publié l'information sur ce décès, comme elles ont l'habitude de le faire. Il a fallu attendre le communiqué officiel du gouvernement
sorti vers 12 heures, communiqué qui disait que le ministre était mort dans un accident. Le gouvernement de la République du Burundi a le profond regret d'annoncer la mort inopinée, d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le décès inopiné du ministre de la Communication et des Médias, M. Gabi Bugaga, survenu à l'aube de ce 16 avril 2026 à la suite d'un accident. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Les informations relatives aux cérémonies funéraires seront communiquées ultérieurement. Convaincu que cette mort n'avait rien d'accidentel, bon nombre de Burundais qui se sont confiés à la RPA demandent au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et approfondie afin de faire la lumière sur cette tragédie. Et en parle des réfugiés, la situation des réfugiés burundais du camp d'Onduta, situé en Tanzanie, devient de plus en plus inquiétante. Selon des sources sur place, des policiers en tenue portant des bérets rouges, appelés par le responsable du camp Samuel Ekouyi, se sont rendus ce mercredi sur les lieux avec l'intention d'ouvrir le feu sur des réfugiés maintenus dans un site appelé des Pachap. L'intervention du chef du personnel du HCR, alerté par ses collaborateurs, a permis d'éviter le pire, comme l'explique cette source. Hier, le pire était sur le point de se produire. Le responsable du cas a fait appel à des policiers portant des bérets rouges. Ils sont arrivés armés et avaient l'intention de tirer. Le personnel du HCR, pris de panique, a aussitôt fermé son bureau avant de monter dans les véhicules. Ils ont affirmé qu'ils quittaient le lieu pour ne pas voir le sang couler et qu'ils n'assumeront pas la responsabilité. Par la suite, ils ont contacté le supérieur prénommé Enoch. Il est arrivé dans l'urgence depuis Kibondo. Il s'est opposé au responsable du cas, lui indiqua que cela ne correspondait pas à ce qui avait été convenu et le projet de tirer n'a finalement pas été exécuté. Les policiers sont partis sur le champ sans que l'on sache d'où venait leur ordre. Toutefois, le harcèlement s'est poursuivi afin de forcer les réfugiés à se faire enregistrer, provoquant un climat de peur. Les agents du service national de renseignement venus de Dar es Salaam ont passé la nuit dans la zone de départure. La jeunesse du parti CCM était également présentée, mais l'on ignore qui leur a ordonné de quitter le lieu. Alors que ces réfugiés continuent d'exprimer leurs craintes de représailles en cas de retour au Burundi, Soudi Mwakibasi, responsable du département des réfugiés au ministère de l'Intérieur, en visite ce jeudi dans le camp, leur a déclaré que, de gré ou de force, aucun réfugié burundais ne restera dans ce camp au-delà de mardi prochain. Écoutons encore une fois notre source. uyu munsi naho twagiye tubona Sudi ashika yazananye n'abandi bategetsi batandukanye bo muri leta bo mubiriwe hanyuma haca haza n'umukuru wa HCR ahagarariye HCR damu yitwa Barbara yaje azananye n'ubuserukira HCR ngaho Kibondo. Aujourd'hui, Soud est arrivé accompagné d'autres responsables de son département, même Barbara, le représentant du HCR en Tanzanie, était présent. Soudi a tenu une réunion au cours de laquelle il a déclaré que de gré ou de force, personne ne sera encore dans le cas d'ici mardi, que les réfugiés soient enregistrés ou non. Aucun réfugié burundais ne restera sur place. Visiblement, ce message n'a pas été bien reçu par la représentante du HCR qui s'est entretenue en privé avec Soudi, mais celui-ci n'a pas modifié sa position. Nous sommes retenus dans cet endroit. Nous ne pouvons pas nous rendre dans nos zones car les Banamugambo sont présents. Ils ont même fait appel aux barras armés de lance. Le cas est occupé. Il ne nous reste que la zone de départure sécurisée par les forces de sécurité tanzaniennes. Nous lançons un appel pour être alertés. Nous avons déjà exposé nos problèmes. Nous ne pouvons pas retourner au Burundi car nous serons tués. Pourquoi la Tanzanie insiste-t-elle? twebwe natwe twaragaragaje ibibazo by'uko tudashobora gusubira mu gihugu cy'uburundi kubera twasa twicwa. Ni kuki Tanzania igomba kuturagimisha kudusubiza muri ico gihugu c'uburundi? Yatumwe n'uburundi kugira ngo batujane munyuma batubage badukoze imboga bashaka.
Et quittons la Tanzanie pour nous rendre en Afrique du Sud, où les réfugiés qui vivent dans la province du KwaZulu-Natal lancent un cri d'alarme face aux violences et aux mauvais traitements qu'ils subissent de la part de groupes sud-africains qui disent ne pas vouloir d'étrangers dans ce pays. Actuellement, leurs activités professionnelles sont paralysées et déclarent ne plus être accueillis ni dans les hôpitaux ni dans les établissements scolaires. Din Karondo nous en dit plus. Tout a commencé par la naissance de deux groupes dans cette province de KwaZulu-Natal se déclarant hostiles aux étrangers présents dans le pays, exigeant qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Selon notre source, ces groupes, là où ils passent, ils causent d'importants dégâts matériels avec complicité des forces de police. Deux groupes se sont formés, l'un se faisant appeler Doudoura et l'autre Match and Match. Ils déclarent ne pas vouloir d'étrangers dans ce pays et demandent que tous retournent chez eux. Dans certains endroits où ils sont passés, ils ont causé des dégâts matériels. Ils bénéficient du soutien de la police. En réalité, nous vivons dans la peur et jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne peuvent pas travailler normalement. Situation préoccupante parmi les étrangers, y compris les Burundais. Beaucoup vivent désormais dans l'angoisse et l'inaction, craignant pour leur sécurité. Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est également compromis car des personnes malades se voient refuser l'admission dans des structures médicales en raison de leur statut d'étranger. Poursuit notre source. Ils ont fermé les boutiques et les salons. Certains commerces et salons ont été scellés. Nous vivons aujourd'hui dans la peur et de nombreuses familles ne savent plus vers qui se tourner. Dans les hôpitaux, les étrangers se voient refuser l'accès aux soins. À l'entrée des établissements de santé, des barrières ont été mises en place. Ils demandent des documents. Toute personne considérée comme étrangère est renvoyée. Même dans les écoles, des visites de ces groupes ont été effectuées, créant des tensions avec des demandes visant à exclure les élèves étrangères. Face à cette situation, les réfugiés burundais vivant dans la province de KwaZulu-Natal appellent le HCR à sortir de son silence et à intervenir afin de leur apporter assistance puisque les activités économiques sont fortement perturbées et dans plusieurs cas complètement à l'arrêt. Ils sollicitent également l'État sud-africain pour leur garantir sécurité et protection. La rédaction de la RPA a tenté de joindre les représentants du HCR en Afrique du Sud afin de recueillir leurs réactions, mais sans succès. Et deux organisations burundaises de défense des droits humains, King Umurundi Freedom et Ligiteka, se réjouissent que leurs appels au gouvernement burundais dans le cadre du projet Umseke commencent à être entendus, notamment en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés congolais du camp de Busumba. Selon Vianney Nizigimana, président de King Umurundi, il continue d'exiger que le rapatriement de ces réfugiés soit fondé sur le respect des droits humains. Il souhaite également que les réfugiés eux-mêmes privilégient le dialogue sur les points de désaccord afin de faciliter leur retour. Je vous propose d'écouter Vianney Nizigimana, il est le président de King Umurundi Freedom. Au sein de nos organisations King Umurundi Freedom et la Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA, dans le cadre du programme Umseke, nous avons lancé un appel concernant le retour de ces réfugiés congolais dans leur pays, conformément à leur volonté. La première chose ici est d'exprimer notre satisfaction et notre reconnaissance, car comme vous le savez, nous n'avons cessé de porter la voix de ces réfugiés et de plaider pour le respect de leurs droits, en particulier leur droit au retour volontaire dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des avancées et cela mérite d'être salué, surtout quand on se rappelle qu'à un certain moment, ces réfugiés envisageaient d'organiser des manifestations pour exprimer leurs souffrances. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est que ce processus de retour se fasse dans de bonnes conditions, au respect des instruments internationaux de protection des droits humains. Nous espérons que nos appels lancés seront entendus par toutes ces parties concernées. Ici, nous demandons au gouvernement du Burundi de bien veiller à ce que ce processus respecte les lois en vigueur, notamment les conventions
conventions internationales, y compris la Convention de Genève, ainsi que la Constitution du Burundi. Nous appelons également les partenaires du Burundi, comme l'Union européenne, Nations Unies et d'autres, à continuer d'accompagner ces efforts afin de permettre au gouvernement de remplir ses obligations en matière de protection et d'assistance aux réfugiés. Et juste pour terminer, nous invitons ces réfugiés congolais à respecter les règles établies par les partenaires en charge, sans oublier de privilégier le dialogue. Et poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. Le monde commémore ce 16 avril la journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants. Cette journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion mondiale à la nécessité de mettre un terme à toutes les formes de violence et d'abus infligés aux enfants, notamment le travail forcé, la traite des mineurs, ainsi que toute autre forme d'exploitation. Au Burundi, cette commémoration intervient dans un contexte où plusieurs cas d'exploitation des enfants demeurent préoccupants. Certains mineurs sont astreints à des travaux inadaptés à leur âge, d'autres sont acheminés clandestinement vers des pays voisins à des fins d'exploitation, tandis que certains sont contraints à la mendicité. Les précisions avec David Claude Bananayo. Bien que le Burundi se soit engagé à respecter les conventions internationales et nationales relatives à la protection des enfants, à la lutte contre la traite et l'exploitation des mineurs sous toutes ses formes, le défi demeure considérable. Au cours des années 2025-2026, une augmentation préoccupante des cas de traite transfrontalière d'enfants a été observée dans la région. De nombreux enfants sont envoyés vers les pays voisins sous de fausses promesses d'emploi, notamment en Tanzanie, au Kenya, en Afrique du Sud ou encore à Dubaï, où ils se retrouvent souvent victimes d'exploitation. Plus de 100 enfants ont été interceptés entre janvier et juillet 2025. Par ailleurs, plus de 6 000 élèves ont été portés disparus dans la province de Karusi au cours de l'année scolaire 2024-2025, selon certaines organisations œuvrant dans la protection des enfants. Une autre forme d'exploitation largement répandue concerne le travail domestique. Des enfants sont employés comme aides ménagers, parfois soumis à de longues heures de travail, sans rémunération adéquate, voire sans rémunération du tout. On observe également une forte présence d'enfants contraints à la mendicité, y compris des enfants en situation de handicap, notamment dans les rues de Bujumbura. Les sommes recueillies, estimées entre 10 000 et 15 000 francs par jour, sont souvent confisquées par les personnes qui les exploitent. Selon l'UNICEF, plus de 10% des enfants au Burundi étaient encore engagés dans des activités inadaptées à leur âge en 2023. Les violences sexuelles à l'égard des filles demeurent également une réalité préoccupante. La pauvreté extrême, la perte ou l'abandon parental, ainsi que la vulnérabilité socio-économique des familles figurent parmi les principales causes de ces formes persistantes d'exploitation. Face à cette situation, les organisations de défense des droits de l'enfant appellent les autorités à renforcer l'application des lois existantes, à investir davantage dans l'éducation, à soutenir les familles vulnérables et à renforcer la collaboration entre l'État, la société civile et les partenaires internationaux afin de lutter efficacement contre l'exploitation des enfants. Et page santé à présent, le ministère de la Santé publique a lancé mardi dernier la campagne de sensibilisation de la population pour répondre positivement à l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui va débuter à la fin de ce mois d'avril. Dans une conférence de presse, la ministre de la Santé publique, Dr Lidwine Valadahana, a précisé que ce nouveau vaccin sera administré à toutes les jeunes filles de 9 à 14 ans. La vaccination se fera dans les écoles fondamentales et dans les centres de santé. Suivez-la. Nous venons d'obtenir un atelier national de mobilisation pour l'introduction du vaccin contre le virus qui cause le cancer du corps chez la femme, qui est le HPV. L'objectif de l'atelier était de sensibiliser d'abord ces responsables pour qu'ils nous aident à sensibiliser à leur tour les bénéficiaires de ce vaccin qui sont les ménages, parce que les enfants que nous allons vacciner sont dans les ménages. Aussi, les jeunes filles auront les informations au niveau des écoles et au niveau de la radio, mais aussi à travers les leaders communautaires et les agents de santé communautaires. Le public cible par rapport à ce vaccin, ce sont les jeunes filles de 9 ans à 14 ans. Ils peuvent être des filles scolarisées ou non scolarisées. Par rapport à l'organisation,
la vaccination va se dérouler au niveau des écoles fondamentales. Toutes les écoles fondamentales du pays sont concernées et chaque école aura un site de vaccination contre ce virus et les centres de santé vont accueillir les enfants non scolarisés comme site de vaccination. C'est comme ça que nous avons organisé cette campagne de vaccination. Donc les enseignants vont nous aider et le personnel de santé aussi va aider dans cette vaccination. Et la ministre de la Santé publique doit rassurer les Burundais que ce vaccin n'aura pas d'effet néfaste sur la santé des bénéficiaires car ce vaccin va aider à prévenir ce cancer du col de l'utérus qui tue plusieurs femmes au Burundi et que cette maladie est transmissible à travers les rapports sexuels. Effectivement, quand on introduit un nouveau vaccin, il y a toujours des rumeurs, et surtout quand ça concerne une catégorie de la population qui sont les jeunes femmes. Nous avons préparé beaucoup de messages d'enseignement et nous avons beaucoup d'outils didactiques qu'on va montrer aux jeunes filles, à la population, pour leur montrer le bienfait de ce vaccin. Il y aura aussi des témoignages des femmes qui ont déjà bénéficié de ce vaccin au Burundi dans la phase pilote que nous avons menée en 2016 à Rumonge et à Ngozi. Je voulais sensibiliser la population parce que le cancer du col, c'est une maladie très grave qui tue, mais aussi la prise en charge, le traitement de ce cancer est très coûteux. Nous n'avons pas une bonne prise en charge au Burundi et la plupart des femmes sont obligées d'aller se faire soigner à l'étranger et sur un prix très exorbitant. C'est pour cela que nous sensibilisons la population à se faire vacciner. Le vaccin est de bonne qualité, c'est un vaccin qui a été bien étudié au niveau de l'OMS et au niveau du pays. La cible de 9 ans à 14 ans a été choisie parce qu'on suppose qu'à cet âge-là, avant 15 ans, normalement les études ont montré que les jeunes filles n'ont pas encore réalisé des actes sexuels pour être contaminées par ce virus. Je voudrais rappeler ici que le virus, le papillomavirus humain, qui cause le cancer du corps, est transmis sexuellement. Donc c'est à travers les relations sexuelles que le virus peut être transmis chez la jeune fille. Donc on peut protéger alors les filles avant qu'ils n'entrent en activité sexuelle. C'est pour cela que nous avons ciblé cette tranche d'âge-là. Une courte pause et nous continuons ce journal avec la page Société. RPI. Le manque de carburant et le mauvais état des routes font que la population du nord du pays ne soit pas évacuée en ambulance à chaque fois qu'il y a des besoins. Toutefois, cette population se plaint contre le personnel des structures sanitaires quant à l'usage de ces véhicules dans les activités inappropriées. Les détails avec Janvier Ninina Hazwe. Les hôpitaux de Kayanza, Musema, Gahombo, Ngozi, Buye, Nyamurenza, Kiremba, Gashoho, Kirundo, Mukenke, nous sommes au nord du pays, sont tous dotés des ambulances neuves et fonctionnelles. Néanmoins, la population de cette région se lamente du fait qu'elle ne soit pas évacuée par ces véhicules, au cas échéant, vers les structures sanitaires. C'est au moment où chaque ménage, qu'il soit proche ou pas des hôpitaux, contribue à hauteur de 1000 francs pour que ces véhicules soient à sa disposition à chaque fois de besoin. La population de la région du Nord dit cependant être vexée de constater l'usage des ambulances par les médecins et chauffeurs dans des affaires privées, notamment en déplaçant leurs familles et proches ou encore garés devant les bistrots pendant même les heures avancées. Comme explication par rapport à ces grognes de la population, les responsables des hôpitaux, eux, avancent la pénurie du carburant et les routes en mauvais état, surtout qui glissent pendant la saison pluvieuse. Ici, l'exemple cité est celui de la route de la zone Rugazi qui mène vers l'hôpital de Kayanza en passant par Guegura. Il y a une année qu'aucune ambulance n'emprunte cette route alors que des mamans sur le point d'accoucher ainsi que d'autres patients en état d'urgence en ont sans cesse besoin pour évacuation. Et dernière nouvelle de ce journal, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cessent de grimper au marché central d'Ongodi. Certains habitants de la commune d'Ongodi font savoir que ces prix ont fortement augmenté en une période de 2 mois seulement. Ils estiment que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles et craignent que la situation s'aggrave davantage si le gouvernement ne prend pas de mesures pour y remédier. Hervé Nuhile nous fait le point. Les prix de plusieurs produits de première nécessité connaissent une
une hausse notable sur les marchés de la ville d'Ongozi selon des habitants qui se sont confiés à la RPA. Parmi les produits les prix touchés figurent les haricots, un aliment de base dans la région. Les haricots dits Musilimu qui se vendaient auparavant à 3500 francs bout le kilogramme sont désormais proposés entre 4500 et 5000 francs bout. Les variétés Luvuzo, Muhoro et Jaune, autrefois vendues à 5000 francs bout, atteignent aujourd'hui à 6000 francs bout le kilo. Les haricots mélangés qui coûtaient entre 2500 et 3000 francs bout se négocient actuellement autour de 4000 francs bout. D'autres produits de base suivent la même tendance, notamment le pomme de terre dont le prix est passé de 1500 et 1700 francs bout à 2200 et 2500 francs bout le kilogramme. Toutefois, certains produits enregistrent une baisse de prix. Le riz, par exemple, voit ce tarif reculer à raison de récoltes en cours dans plusieurs régions. À titre d'illustration, le riz Kigori est passé à 6000 francs bout à 5300 francs bout le kilo, tandis que celui de Gitega est passé de 7500 à 6500 francs bout. Le riz importé de Tanzanie connaît également deux ajustements. La première catégorie est passée de 9000 à 8000 francs bout, la deuxième de 8000 à 7500 francs bout, tandis que la troisième reste stable à 7000 francs bout. La farine de manioc enregistre une légère baisse, passant de 1500 à 1400 francs bout le kilo, tout comme la farine de maïs, dont le prix est descendu de 2000 à 1200 francs bout. L'huile connaît également une diminution, une grande barre se vendant actuellement à 13 000 francs bout contre 15 000 francs bout auparavant. Malgré ces baisses ponctuelles, plusieurs habitants de la commune d'Ongozi estiment que le coût global de la vie demeure élevé. Ils appellent les autorités à renforcer le suivi de prix des denrées de première nécessité et à prendre des mesures adaptées afin de stabiliser la situation. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Hervé Niouhire que le journal de ce 16 avril 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.